Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que le cinéma. Et oui les gens, on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça faisait très longtemps parce que, excusez-moi, j'étais très occupé d'un point de vue professionnel entre mon boulot alimentaire et les tournages, j'étais fortement occupé. Et du coup, on repart pour parler de Halloween Kill, réalisé par David Gordon Green. Mais avant de lancer le film dont on va parler aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de la saga Halloween. Parce que vous savez bien que, ou peut-être pas d'ailleurs, que tout simplement Halloween Kill est la suite d'un soft reboot lancé par le Halloween de 2018. Et du coup, qui est une suite au premier film de Carpenter, sorti en 78, qui pour moi, un de mes classiques, un de mes chefs-d'œuvre cinématographiques, pour moi qui est un panthéon du cinéma américain, et un film que j'aime énormément, et du coup qui a donné une ribambelle d'enfants plus ou moins sympa selon les films, et plus ou moins bâtard, ou peut-être un peu l'enfant un peu con qu'on voudrait se débarrasser. Du coup, bah, qu'est-ce que j'en pense à peu près des autres sagas? Je pense que le Halloween 2 de Rick Rosenthal est tout à fait sympathique, mais on sait tous que Halloween, ce Halloween a eu pas mal de reshoots justement vis-à-vis de John Carpenter, histoire de redynamiser, parce que Rick Rosenthal apparemment a fait un résultat plus que discutable, et ça se reverra plus tard, bien plus tard dans la saga, qu'au final c'était un peu pas forcément le réal qu'on attendait dans tout ça, parce que bon, le mec a quand même fait des chefs-d'œuvre, genre Les Oiseaux 2 quoi, ou il a surtout fait des épisodes de Smallville, de Buffy contre les vampires. Donc voilà, c'est quand même un réalisateur qui a pas fait une carrière ultra glorieuse. Le Halloween 3 de Le Sang des Sorcières, ou moi je préfère le titre original Season of the Witch, réalisé par Tommy Lee Wallace, qui est pour moi un de mes sagas préférés, qui est peut-être, je crois, qu'un des épisodes qui disent mieux le cinémascope de toute l'histoire de la saga. Et je trouve ça super cool. Et du coup, on a aussi ce Halloween 4 que je trouve très sympathique, justement, parce que ça revient vraiment à l'essence du mal absolu qu'est Michael Myers. Et même si on part sur loin de l'idée qu'avait à la base John Carpenter d'en faire une anthologie autour d'Halloween, finalement Michael Myers est le plus fort. Et surtout qu'en fait, du coup, avec un très joli casting, justement, où cette notion de où le mal se transmet, je trouvais ça très intéressant dans Halloween 4, même si ça part complètement en couille avec Halloween 5, parce qu'en fait, du coup, Halloween 1, 2, 4, 5, 6 font déjà une des premières timelines d'Halloween. Et du coup, le 5 est clairement discutable, le 6 est clairement à chier parce que ça part dans des délire de secte, mais complètement con. Donc du coup, que je n'apprécie pas du tout et que je vous déconseille vivement. Regardez peut-être le 4 pour le délire à la limite, mais allez pas plus loin. Du coup, il y a une seconde timeline qui se compose du 1, du 2, du 6, non, du 20 ans après et du Resurrection, mais franchement, qui est pour moi encore plus que discutable. Après, du coup, il y a eu les reboots total, on va dire, faits par Dimension Film, notamment, c'est-à-dire les frères Weinstein, Bob et Harvey, réalisés par Rob Zombie, qui sont peut-être pour moi ce qui a été fait de mieux à la saga Halloween depuis le premier épisode, clairement. Même si je connais beaucoup de gens sur internet qui disent ouais, mais les films de Rob Zombie, ça cache une notion de mal absolu, tout un point. Mais je pense que moi, Halloween, au moins, Rob Zombie a émis sa patte vraiment à lui dans ses Halloween, qui clairement, notamment le 2, que je trouve vraiment pour moi une vraie petite perle et qui est peut-être un de mes épisodes préférés, tout épisode confondu de la saga, parce qu'on a vraiment ce côté transmission du mal, et que justement, que toujours, un peu comme avait fait le 4, et je trouvais ça de manière beaucoup plus intéressante parce qu'on sent qu'il s'est un peu plus lâché. Après, en plus, c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu un Halloween 3 de Rob Zombie, mais malheureusement, déjà que le 2 il a fait sous la contrainte parce qu'il voulait faire à la base son film avec les catcheurs, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Et du coup, j'attends toujours avec les films de Rob Zombie, parce que ça reste toujours un réalisateur très intéressant. Regardez les films de Rob Zombie, les gens. Et du coup, on a ce soft reboot qui, en gros, avec Halloween de 2018, qui est, on va dire, une suite du premier film de Carpenter. Et là, on a Halloween Kill, qui est une suite de ce premier épisode de ce soft reboot de 2018. Et du coup, après, on finira après Kill, on finira avec End, parce que les mecs veulent faire une trilogie. Mais attention, ils veulent faire une trilogie à partir du film de Carpenter. Donc après, c'est-à-dire qu'ils font Halloween, Halloween Kill, Halloween End. Mais alors que sachant qu'ils auraient pu faire clairement, je vais vous dire une chose, je vous spoil un peu toute la vie de la critique, c'est que ce Halloween
Kill aurait pu s'appeler Halloween Kill End. Et clairement, ils auraient pu en finir en un épisode. Mais non, vu que c'était des tanches et que les mecs ils veulent gratter du pognon à Burn, bah clairement, bah qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire un autre épisode. Ouais, mais en fait, c'est complètement con en fait. Mais parce que là, en gros, on a raconté quand même beaucoup de choses, on l'a mal fait, et en plus, du coup, faut faire une suite. Et sachant qu'on a tué quasi tous les éléments de ce kill pour pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait avec Zien? Ah ouais, mais il y a encore Laurie Strode. Ouais, bah ça va, alors on s'en fout. Voilà, Laurie Strode, on la laisse de côté pendant tout le kill, et après derrière, on verra bien. Donc, du coup. Beaucoup de choses à dire sur ce Halloween Kill que clairement je n'ai pas aimé, et d'ailleurs que beaucoup de gens n'ont pas aimé, pour la simple bonne raison que ce film a beaucoup dérouté les gens, pas par sa violence et tout un temps, parce que tout simplement il est con. Ah ouais, non mais quand j'ai vu les premières critiques de la Mostra de Venise, parce que je crois qu'il a été projeté pour la première fois en Italie à la Mostra, bah je me suis dit non, les gens ils sont un peu méchants, donc voilà, c'est peut-être voilà, ils l'ont mal perçu tout le tintouin. Ah non non, c'est vraiment que le film est complètement con, les gens. Je vous jure, le film est débile, le film est complètement malaisant, et justement des fois que les personnages en sont débilement cons. Bah déjà, moi je vais vous dire une chose, j'ai un gros problème avec ces suites là, parce que j'ai du mal qu'on assume plus ou moins par la saga. Soit on reboot tout de A à Z, mais franchement qu'on me dise des soft reboots, je trouve ça complètement con, parce que c'est à dire qu'on assume certaines parties de la saga et d'autres non. Après, on nous fait oui, mais Carpenter est en tête du projet. Alors, je pense qu'Halloween, je pense que Carpenter, il est là juste pour toucher son gros chèque, parce que bon, il le dit, ça reste quand même un capitaliste, ça reste un. Il est vieux, il est fatigué, il a plus la force de réaliser des films Carpenter aujourd'hui, il en a plus l'envie, il s'amuse très bien à faire de la musique et il fait la promo. Hey, je suis Carpenter, salut les gars, j'ai eu mon chèque, je vous emmerde. Parce que bon, ça reste quand même un putain nanar, mais un nanar de droite. Carpenter, c'est parce qu'il faut le dire. C'est ce que j'aime chez lui d'ailleurs, parce que c'est le mec qui assume totalement qui veut faire du pognon, mais bon, quand ça tombe pas sur sa chance, bah il dit je vous emmerde quoi, et ça c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs chez lui. Et du coup, pour moi, ce Halloween Kill est clairement un ratage complet. Et mais du coup, ça raconte quoi? Du coup, parce que bon, je vous parle un petit peu de mon avis, mais bon, ça se passe directement après ce qui s'est passé à la fin de Halloween de 2018, c'est-à-dire que Loris et ses filles ont réussi à bloquer Michael Myers dans le sous-sol de la maison, qu'elles l'ont mis à flamber, et au moment où elles sont de retour sur l'hôpital, il y a les pompiers qui arrivent, et malheureusement, les pompiers vont libérer Michael Myers des flammes, et du coup, il va refoutre la merde à Haddonfield. Donc voilà, c'est quand même pas mal la merde du coup pour la famille Strode qui va devoir encore affronter ce cauchemar. Et du coup, ça part déjà sur une idée un peu bizarre de la part du film, parce que justement là où normalement ça commence par ce plan iconique de la citrouille, là où le premier soft reboot, c'est-à-dire celui de 2018, j'avais trouvé ça intéressant, la renaissance via la citrouille, justement, une citrouille écrasée qui va reprendre forme. J'avais trouvé ça, je pense, une idée de mise en scène assez simple avec la musique de Carpenter qui bizarrement m'avait un peu terrifié. Après je l'avais vu en première, j'étais vraiment immersé dedans, mais là je trouvais ça un petit peu abracadabrantesque, un petit peu la forme qu'a pris ce générique, mais sachant que ce générique ne commence pas tout de suite, j'en parlerai juste après. Il commence avec un flashback, justement, presque, on va dire, ça réécrit je trouve ça très malaisant parce que ça réécrit presque un petit bout de la saga, justement, où ça commence par un flashback. Ça commence par un flashback où t'as un personnage d'un flic qui cherche Michael Myers, qui aurait dû le tuer mais qui l'a pas tué. Donc voilà, qui aurait tué son flic, son collègue flic. Donc voilà, je trouve que ça réécrit pas mal la saga. Là où je trouve que le premier film a ce côté un peu mystique, où justement, c'est pour ça que Carpenter finissait son film avec des plans larges, mais très larges, ou presque comme une entité fantastique. Justement, via la mise en scène, il en faisait quelque chose de fantastique, Carpenter. Et du coup, qu'on cherchait Michael Myers dans ces plans de la ville d'Haddonfield, où il n'y a plus rien. Et justement, c'est ça qui en faisait une entité magique. Et là, tu te dis, oh, finalement, finalement, il est rentré chez lui, il a tué encore des gens, et voilà. Donc je trouve qu'on perd vraiment un sacré du côté du fantastique pur de la part de ce film, Halloween Kill. Et en plus, derrière, là, du coup, on retourne au générique avec les citrouilles, là où
On voit les citrouilles en flammes, passer de citrouilles, disant que le feu se contamine, qui est d'ailleurs une représentation de Michael Myers, parce que là, dans le premier, il revient à la vie, là, c'est-à-dire qu'il va contaminer d'autres citrouilles, d'autres gens, et du coup que le mal va aller de personne en personne en personne. Ce qui peut amener des thématiques très intéressantes, je vais en parler un petit peu après, mais si ça aurait été fait de manière intelligente, j'aurais dit yes. Sauf que le problème, c'est que c'est fait de manière complètement con. Mais quand je vous dis con, je suis encore très gentil. Et sachant que le film s'enchaîne directement après la suite, moi j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que Michael Myers soit vraiment sous les décombres, et je sais pas, qu'il y ait vraiment ce côté de fantastique pur, soit vous l'assommez et revient à la vie via un autre corps, via d'autres trucs, bon, ça, parce que là, ça, franchement, parce que à la suite du truc, ça fait, on n'a pas le temps de digérer, on est toujours dans l'action, certes, ça peut être très intéressant, ça peut être un parti pris intéressant, mais on n'a pas le temps de créer justement les personnages, la conséquence de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire Laurie Strode ne peut pas encaisser pleinement le rôle qu'elle avait dans le premier, parce que du coup elle est blessée, elle finit quand même la plupart du temps à l'hôpital. C'est ses filles qui font globalement pas grand chose, parce qu'elles se font quand même sacrément poutrer par Michael. Et du coup il y a aussi ce côté intéressant de la milice, parce qu'il y a une milice d'anciens, on va dire, on a l'impression que c'est des vétérans du Vietnam les mecs, mais en fait qui ont survécu au premier Michael Myers. D'ailleurs ils ont repris les acteurs de l'époque, c'est fait très intéressant. Je pense notamment au petit Tommy Doyle, je crois que c'était ça, comment il s'appelait quand il était petit, et du coup qui a pris le même acteur, qui est très bon d'ailleurs, qui pour moi peut-être un des meilleurs acteurs du film, j'y crois vraiment à sa peur et tout un temps, et justement cette milice qui va partir en chasse au Michael Myers, parce que le mal doit mourir ce soir. Je trouve ça très intéressant, mais globalement je pense que ça aurait plus de force avec du recul, parce que justement du coup on a vraiment presque l'impression d'avoir 3 films en un. On a d'abord la vie de Laurie à l'hôpital, qui est pas très loin de rappeler le deuxième film d'ailleurs, parce que bon, on veut rebooter la saga, mais on va reprendre quand même des éléments du deuxième film, c'est-à-dire qu'elle est à l'hôpital, elle s'est fait agrafer quand même le bide, parce qu'elle s'est fait quand même bien chlasser. On a l'histoire de la milice, et on a l'histoire de Michael qui poutre un peu tout le monde, qui chope à droite à gauche. Donc voilà, et du coup je trouve ça très intéressant justement de voir à quel point les mecs n'ont rien à foutre de leur film, quelque part, j'ai l'impression, c'est autant dans l'écriture, parce que dans ces segments-là, on va dire, on a tout qui est fait pour rien prendre au sérieux. Je pense par exemple déjà quand t'as Loris qui rapprend que Michael Myers est vivant, et du coup derrière la meuf va se prendre une sorte, elle vient juste de se faire opérer, elle s'est fait opérer il y a 1 heure. La meuf elle va non, je vais le poutrer la gueule, je vais lui casser la gueule. Normalement t'es en PLS dans ton lit, meuf, tu devrais même pas réussir à te lever. La meuf se met un grave de plus, un petit scotch en plus pour planquer un peu son bobo. Bon, du coup, elle va se prendre une aiguille de morphine et se la même dans le cul. Mais ça en est vraiment ridicule franchement, c'est gênant, c'est vraiment gênant. J'ai l'impression que ces scènes d'hôpital, les scènes d'hôpital pour moi sont parmi les plus gênantes du film, parce qu'il y a une autre scène à un moment qui vient un peu plus tard où t'as ce qui certains considèrent comme Michael Myers, mais non, c'est pas lui, c'est pour amener une fausse piste qui est complètement conne aussi, d'un évadé de l'hôpital psychiatrique où était Michael. Et du coup bah forcément le gamin il demande de l'aide, parce que forcément il est un peu démesuré, bah il va se suicider, donc ça va amener à la deuxième chose qui est la milice. La milice c'est justement qui est lancée par d'anciens survivants de Michael, qui vont eux-mêmes se faire poutrer, parce que bon, mesure spoil total pour moi, mais de manière complètement conne encore. Et justement, il y a toujours côté un peu de l'humour aussi qui reste un petit peu. Je pense notamment aux coupes de blagues de l'infirmière et du docteur, qui clairement, bah, à un moment, bah, il y a quelque chose dans la voiture. Ah, non, vas-y, moi je me casse, Michael, vas-y, mec. Non, mais c'est gênant. Vous comprenez pas que dans un film d'horreur, j'ai l'impression que vous avez jamais vu un film d'horreur, les gens, et que vous arrivez là et que vous en faites quelque chose de comique. Mais justement, la tension, elle pue la merde du coup, forcément, et ça marche pas. Et du coup, il y a plein de choses qui fait que ça marche pas justement avec cette milice, parce que cette milice, ils veulent la vengeance, certes, mais vous êtes organisés comme des tanches. Au lieu justement à l'hôpital de foutre la merde, et que le personnage du shérif, quelque part, c'est le personnage le plus attachant, parce qu'il veut juste faire son boulot, et tout simplement qu'il est emmerdé par tout le monde et qu'il peut rien faire, et du coup le mec il est débordé de tous les côtés, forcément le mec, j'ai envie de lui faire un câlin et lui donner un Xanax, parce qu'il est pas bien. Et clairement, à l'hôpital, ils foutent la merde, disant ouais, faut tuer le mal. Mais clairement, vous vous organisez comme des tanches. Au lieu de foutre la merde à l'hôpital, pourquoi vous faites pas des tournées de la ville, vous tournez tout le temps en bagnole et vous arrêtez jamais.
Sauf si vous le chopez, vous lui mettez une balle de peupon. Et bien sûr, là, on va arriver au dernier, on va dire, partie du film, où t'as quand même Michael Myers qui va zigouiller des gens un petit peu, voilà, droite à gauche, qui va faire peur à des enfants, bien sûr, voilà, le croque-mitaine et tout le tintouin, qui va tuer certains membres de la résistance, vite fait, de passage, voilà, je passe vite fait, après j'en zigouille deux, je retourne chez moi, vas-y, et je vois un petit couple d'homosexuels, voilà, c'est parce qu'ils ont introduit un couple homosexuel. Moi en soi je trouve ça assez cocasse, mais en fait c'est un couple voilà un petit peu qui va rajouter un peu de comique, hein, on va dire clairement, on va dire ça, et que moi je trouve ça très jeune en perso, et surtout comment il s'appelle, c'est-à-dire quand même c'est le couple gay s'appelle Big John et Little John, et Big John c'est un surnom qu'on donne à Carpenter, donc en soi je trouve ça un peu ridicule, franchement des fois je sais pas ce qui leur prend des fois. Mais globalement, cette phase-là, on va dire, est quand même beaucoup plus orientée, presque slasher pur, comique. Mais moi, ce qui me dérange énormément, vraiment, mais vraiment, vraiment qui me dérange énormément, c'est que les personnages sont tous cons. C'est-à-dire tous ceux qui vont se retrouver face à Michael Myers vont poutrer, mais de manière complètement conne. Genre un moment où ils peuvent s'évader, où ils peuvent courir, je sais pas, vous défoncer, vous courez une porte, vous passez à travers la porte, je m'en fous. Mais clairement, vous faites tout pour vous faire poutrer. À croire que vous avez une fonction A, une fonction B, c'est-à-dire je vis, je meurs. Et voilà. Et ça, ce qui fait que je trouve qu'un slasher perd en qualité, parce que c'est complètement con. C'est pour ça que pour moi, un film comme It Follows est un film qui marche vraiment, parce que les personnages sont continuellement en mouvement et reste fixe, et ne reste pas fixe via la menace, où il le reste pas très longtemps avec une très grande distance pour pouvoir un peu souffler un peu. Là, les personnages sont complètement cons, ils se séquestrent eux-mêmes pour dire voilà, on va mourir, regardez, je me séquestre, je vais mourir, et écris-moi, je meurs. J'ai l'impression d'entendre cette phrase de Melville qui fait vous le voyez, vous savez qu'il va mourir. Et bah oui, clairement, là je vois qu'il va crever. Je me dis putain, ils sont tellement cons que bien sûr ils vont crever, et qui fait que je ne crée aucune sympathie envers ces personnages. Et ces trois parties, ce slalom, en plus de flashback d'un des policiers qui aurait failli tuer Michael Myers, qui aurait dû tuer, qui a empêché le docteur Loomis de tuer Michael Myers, donc du coup il y a des remords et tout le tintouin, donc clairement ça part vraiment à droite à gauche pour pas grand chose, et c'est accompagné bien sûr de dialogues, mais qui sont complètement cons, je me rappellerai toute ma vie, mais il me faut une voiture, j'en ai une. Et qui est entre la fille de Loris et l'acteur qui joue de Tommy Doyle, bah clairement, j'ai fait non, ça devrait être interdit aujourd'hui d'écrire des dialogues comme ça. J'ai l'impression de voir une première monture de scénario qui n'a jamais été corrigée. Ils ont fait ouais, on a eu du succès grâce au premier, faut qu'on le bombarde. Bon, il y a le Covid au milieu bien sûr, mais globalement ouais, faut le bombarder, faut qu'on le sorte hyper vite comme ça, qu'on se ramène la moula, burn les gens. Et en plus le film dure quand même un peu moins de 2 heures, donc je trouve ça vachement long vis-à-vis de tout ce qui est amené thématiquement. Je trouve ça quand même complètement con et totalement à l'inverse de ce que fait John Carpenter, parce que là où le premier film ça allait encore un petit peu, mais globalement John Carpenter c'est un réalisateur de l'épure, c'est-à-dire que c'est un Carpenter, c'est un réalisateur, il fait son cadre et au lieu de rajouter des trucs, il enlève des trucs, et globalement c'est ce qui fait qu'on a un cinéma très épuré et qui va à l'essentiel de son cinéma. Et justement, ça a toujours été ça dans toute sa carrière. Vous regardez The Thing, vous regardez Christine, vous regardez New York 1997, Los Angeles 2013, bon, qui est peut-être en plus foufou et tout le temps, mais globalement, ça reste un cinéma où il n'y a que tout l'essentiel et ce qui fait son cinéma, et ce qui fait totalement son charme. Là, moi, je vais vous dire une chose, ce film, j'ai l'impression, c'était ultra gênant, ça faisait la première fois depuis pas une baille de temps que je me suis pas énervé devant un film. Et certains vont me dire oui mais bon t'attendais, mais justement parce que moi je trouvais dans la bande-annonce, je trouvais ça intéressant ce côté justement où la ville se réveille, parce que c'est quelque part ce qui se passe dans le premier film de Carpenter. Il y a quelqu'un, une voix du peuple qui essaie d'appeler la cité justement à se mobiliser contre le mal absolu, mais elle se mobilise pas, et là donc bien plus tard elle se mobilise, mais elle se mobilise totalement mal, là où justement ça devrait être intéressant et empêcher totalement Michael Myers. C'est pour ça que je vous dis quelque part que ce Halloween Kill aurait dû être une fin, justement. Ça aurait dû être une trilogie avec celui de Carpenter, mais non, il voulait faire une trilogie après celui de Carpenter. Du coup, ce qui fait que ce Halloween Kill n'est clairement qu'on a un épisode de lancement,
un épisode qui est finalement, ce premier épisode ne se suffit même plus à lui-même, car quelque part, il se suffisait à lui-même. Alors ce second épisode ne se suffit même pas à lui-même parce qu'il sert de suite entre les deux. Et là, vous me dire, oui, mais c'est un deuxième épisode, c'est normal. Alors je vous dis une chose, vous regardez Le Seigneur des Anneaux, vous regardez Star Wars, ce sont des épisodes qui se limitent à eux-mêmes. Même si on sait ce qui va se passer derrière, bah, c'est des films qui se contentent à eux-mêmes parce qu'il y a une morale de fin à amener là, quelque part, la morale de fin, elle est complètement conne parce que justement, du coup, ils veulent amener derrière un troisième épisode, mais pour conclure le truc. Mais moi, je ne supporte plus ces sagas où on fait pas un épisode et on conclut quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que ça aurait été beaucoup plus intéressant dans ce deuxième volet de partir un peu plus tard et là, ramener Michael Myers, en faire quelque chose, recréer le mythe, justement, et même avec Laurie Strode beaucoup plus vieille et que le mythe devient presque suffisant à lui-même, c'est-à-dire que même détruit, il revient à la vie, et ça va amener avec la thématique du générique, c'est-à-dire qu'à travers les flammes, le mal résiste, il renaît, il revient, et là ça aurait été intéressant, là en qui est direct avec la suite du premier film Halloween de 2018, bah clairement, pour moi ça gâche le truc, et je trouve ça complètement con. Et en plus là, on va arriver à Halloween End, mais sachant que pas mal de personnages sont morts, parce que les personnages de la milice, et je vais parler de la fin, je vous spoil vraiment la fin, parce que moi bien sûr vous me connaissez, spoil total, encore une fois, et ben je vais vous dire, là franchement, même si esthétiquement j'ai trouvé ça plutôt joli, plutôt sympa, les mecs ils tabassent Michael Myers, ils l'enfoncent, ils l'éclatent, mais je sais pas, il est par terre, ils lui mettent un coup de couteau, tu fais bon voilà, non je sais pas les gars, mais vous vous dites c'est le mal. Mais je sais pas moi, façon Robocop, sortez le fusil à pompe, les pistolets, vous le mitraillez jusqu'à qu'il éclate de tous les côtés, que là justement vous le décapitez façon Highlander, mais vous en faites quelque chose, parce que clairement là, je sens que dans la foulée, le mec il va se réveiller, il va toujours se lâcher la gueule. Et le problème c'est que du coup, on a des personnages qui auraient pu être intéressants à développer encore, bah, comme Tony Doyle et tout le tintouin, justement vis-à-vis de leur traumatisme et tout ça, bah clairement, bah on ne verra pas le développement. On verra que derrière, il restera qui? Là, il restera Laurie Strode, il restera sa petite fille. Il y aura peut-être encore le shérif qui va rester encore là, qui va justement croire en cette notion du mal parce que sa ville c'est tellement un bordel, s'il l'efface pas derrière. Mais du coup, moi je sais pas comment ils vont amener la fin, parce que bon, en soi pour moi ce film aurait dû se contenter d'une fin comme ça, au lieu de continuer. Là je suis sûr, c'est quasi obligé, ils vont amener encore sur la nuit d'Halloween, encore. Mais excusez-moi, cette nuit d'Halloween elle dure combien d'heures là? Parce que j'ai l'impression qu'elle dure 150 000 heures. Parce que bon, Halloween ça finit à minuit, hein, donc à moins que Michael Myers soit à Cendrillon, franchement, je sais pas comment ils vont finir le truc, parce que bon, 4 heures ça dure là ça va faire un peu long quand même. À moins que le film se passe en temps réel, alors là on est dans la merde. Mais bon, voilà, globalement je trouve que le film est clairement pas bon, tous les acteurs sont en surjeu, le scénario est complètement con, la direction artistique est dommage parce que David Gordon Green essaye quelques effets de style que je trouve intéressants, mais bon, il est quand même à l'opposé. Là où John Carpenter utilise beaucoup plus les courtes focales, vraiment presque westerniennes, là on est sur quelque chose de beaucoup plus proche des personnages, pour aller choper un peu plus l'émotion, avec des gros plans, là où Carpenter est, on va dire, un réalisateur old school dans sa manière, c'est-à-dire c'est presque... on va dire howardowsien quelque part, c'est-à-dire avec des plans larges, quelques plans un peu plus resserrés, mais on est très rarement au très gros plan chez Carpenter. Faut regarder ses films, il a une esthétique qui est propre à lui, qui est old school et qui aujourd'hui, je trouve, manque chez pas mal de metteurs en scène. Il y a que certains qui utilisent relativement ça bien encore aujourd'hui, mais globalement David Gordon Green, je pense qu'avec le recul n'est pas forcément un très bon choix. Je pense que le film souffre de tellement de problèmes, que ce soit de Blumhouse qui veut se blinder, Carpenter qui s'en fout, David Gordon Green qui lui-même je pense qu'il se demande qu'est-ce qu'il fout là quoi. Finalement il partait d'une bonne idée mais finalement il dit oh putain dans quoi je me suis embarqué. Donc voilà, globalement je pense que le film n'est pas bon et que Halloween Kill clairement est dispensable, n'allez pas le voir à mon sens. Faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes grand majeur et vacciné. Hein. Aujourd'hui, je pense que vacciné, on est un peu obligé maintenant aujourd'hui. Mais du coup, voilà.
je vous conseille d'aller pas voir ce film. Si vous voulez le voir, faites, je vous aurais prévenu. En tout cas, pensez à vous abonner à la chaîne, vite fait, mettre un petit like si vous avez aimé ce podcast. Et on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. Ça devrait aller très vite, sûrement sur Last in Soho. Et je prépare une petite vidéo sur une pub au cinéma. Attention, ça va être très cool. À la prochaine. Ciao.